On se retrouve aujourd'hui jeudi, à un jour de la fin de la semaine. Nous ne comptons pas le samedi. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Héraclite d'Éphèse. On avance, on ne recule pas. Nous devons être plus conséquents lorsque nous avançons. Lorsqu'il est soir, nous dormons. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui va arriver demain? Nous avançons, nous ne reculons pas. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Cela devrait interpeller. Ça m'a toujours interpellé moi. Je comprends. Et je veux que vous compreniez également que ce que nous posons comme acte aujourd'hui, demain, ça va nous rattraper. Ce qui voudrait dire que, par exemple, vous avez des responsabilités d'État. Posez les actes en âme et conscience pour l'intérêt de votre population. Demain, ça va vous rattraper. Quand je regarde ceux qui étaient hier au pouvoir, le régime Joseph Kabila, je regarde aujourd'hui vouloir critiquer ce qu'on leur disait hier et qu'ils ne voulaient pas comprendre. Mais je me dis, mais finalement, l'homme, l'être de l'homme réfléchit comment? Tout coule, tout passe, rien ne demeure. On se retrouve www.proinfo avec s.net. Vous avez les informations. Qu'est-ce que nous allons échanger aujourd'hui? Le premier sujet, c'est en rapport avec la troisième phase de la problématique de la réforme de la police nationale congolaise. La problématique de la réforme de la police nationale congolaise, lancée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation, affaires coutumières, Daniel Aselo-Kito Akoy. Nous allons échanger. Le deuxième point, c'est en rapport avec la responsabilité des provinces, sinon des gouverneurs des provinces, face aux multiples défis que le pays connaît aujourd'hui. Et le troisième point, c'est en rapport avec le déploiement de la force régionale des États de l'Afrique centrale. Moi, je m'oppose. Et vous comprendrez pourquoi je m'oppose. Avant d'aborder les questions, une petite information. La Cour constitutionnelle aujourd'hui a un nouveau président à la personne de Dieudonné Kamuleta. Nous estimons que cette fois-ci, la Cour constitutionnelle sera nous pondre des arrêts qui vont satisfaire le grand public. Nous avions vu la fois passée, surtout avec le cas Matata par exemple, on ne peut pas comprendre que vous avez le temps de gérer le pays et qu'on constate qu'il y a une gestion dans votre agir. Et que vous, la Cour constitutionnelle, la haute cour du pays, vous puissiez vous dire « je suis irresponsable, je suis incompétente ». Nous autres n'avons pas bien compris, nous avions mal digéré. Espérons que cette fois-ci, on aura de bons arrêts de la Cour constitutionnelle. Il y a l'arrivée de la dent de notre premier ministre, Emery Patrice Lumumba. C'est arrivé jusque chez lui, à Onaloa. Ça ira à Kisangani, à Lubumbashi. Mais à Lubumbashi, je souhaite qu'on amène cette dépouille jusqu'au site où Lumumba a été assassiné. C'est 50 km de Lubumbashi. Quand vous êtes sur la route qui va vers Likasi, à 50 km, vous quittez la route, vous prenez 1 km à droite, vous verrez le site, l'arbre où il a été tiré existe. Moi, j'ai pris des photos là. L'arbre existe. Là où on l'a enterré, avant de le déterrer, on a construit une maison. C'est mieux que son esprit qui est à travers cette dent arrive également là où on l'a assassiné. Ce sera une bonne chose. Voilà, nous abordons notre premier point. C'est en rapport avec le lancement de la troisième phase sur la réforme de la police nationale congolaise, lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, décentralisation, affaires coutumières, Daniel Aselo-Kito Akoy. Mais je veux vous dire que c'est une priorité pour lui. Et je considère pour moi qu'il a eu deux grandes priorités. Et c'est là où je dis, bravo, il faut continuer. L'élan doit être apprécié. La première priorité était lorsqu'il a constaté que les provinces sont en dysfonctionnement. Dysfonctionnement parce qu'il y a eu
Ou sinon, il y a jusqu'ici, à un certain niveau d'ailleurs, mauvaise collaboration entre les assemblées provinciales et les gouverneurs de province. Il a étudié les cas. Quand il est entré en fonction, il a trouvé au moins 17 provinces en dysfonctionnement. Il a apprécié les cas. Finalement, 14 provinces devaient maintenant organiser les élections. Les élections organisées, c'est dans son actif. Les élections organisées, les gouverneurs élus, 7 ont été notifiés. Je dirais 8 parce que le vice-gouverneur également de la ville de Kinshasa, Jekoko, a été également notifié. Et les 6 autres seront notifiés d'ici quelques jours. Le problème maintenant, c'est le travail. On devra être vigilant par rapport à la collaboration avec les assemblées provinciales. Et c'est là où je m'oppose quand j'entends souvent les députés nationaux parler de l'ingérence. Je me dis, mais s'il ne s'est pas ingéré, comment il pouvait trouver solution à cette question? Ça, c'est sa première priorité qu'il a résolue comme problème, qu'il a atteint l'objectif, et c'est dans son actif. Deuxième priorité, c'est le lancement de la 3e phase sur la réforme de la police nationale congolaise. J'entendais également les députés, souvent, je reviens surtout sur les députés et sénateurs. La police, la réforme c'est quand? La police, mais il faut aller stratégiquement, avec beaucoup de conséquences, résoudre problème par problème et avancer. Nous y sommes. La 3e phase lancée en présence des ambassadeurs de l'Union européenne, cette phase vise quoi comme objectif? Le renforcement de la professionnalisation plutôt de la police nationale congolaise. Le renforcement de la professionnalisation de la police nationale congolaise. Ça c'est 1. 2. La chaîne pénale. 3. La restitution de la confiance de la population à la police de la proximité. 4. L'amélioration de la redevabilité de la police nationale congolaise. Bien entendu, face à la population. Ce sont des cas que nous déplorons. Mais maintenant, on va responsabiliser la police nationale congolaise. On va la mettre dans des conditions les meilleures pour qu'elle fasse normalement le travail. La fois passée, j'étais en train de réfléchir quand je regardais le comportement de la police de circulation. Je dis, mais quelque part, même si on la critique, nous devons nous regarder. Quand je vois son salaire, le travail qu'il fait toute la journée sous soleil, ces policiers méritent la vraie considération. Ça, c'est mon point de vue. C'est à travers cette considération qu'ils vont maintenant réguler également leur comportement. Et donc, cette 3e phase veut maintenant responsabiliser la police nationale congolaise. Bravo, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Sinon, 4 provinces pilotes déjà envisagées. Il y a la province de Kinshasa. Il y a la province de l'Équateur. Il y a la province du Kasaï central. Et la province de l'Ituri. C'est dans ces 4 provinces qu'on veut lancer la 3e phase. Kinshasa, oui, parce que c'est ici que plus de mauvais actes sont posés. C'est ici que l'image du pays, bonne ou mauvaise, est vendue. Et donc, rapidement, il faudrait que cette réforme produise des faits ici à Kinshasa, et rapidement. Pour ça, c'est la détermination du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. J'ai aimé parce qu'à l'occasion, il a annoncé également la construction des casernes pour la police nationale congolaise. C'est une façon de sécuriser la police. Je ne sais pas si nous avons combien de camps. Généralement, c'est ce que nous appelons des camps. Il y avait le camp Mobutu qu'on a transformé illégalement, abusivement, le camp Kabila. Je ne sais pas, en dehors de ce camp, s'il y a d'autres camps de la police, c'est normal, mais voilà. D'autres initiatives sont lancées, ça c'est une très bonne chose. Il a aussi annoncé
la finalisation du fichier criminel des infractions constatées et leurs auteurs. Là, ça devient intéressant et utile. Mais ça ne se limite pas là, les objectifs de la troisième phase. La problématique de la lutte contre l'impunité. On ne peut pas avoir des intouchables au pays. Non. C'est ce que nous combattions hier. Vous posez de mauvais actes, peu importe la fonction que vous occupez, mais on doit tomber sur vous. La problématique de la corruption, il faut lutter contre la corruption. Et j'interpellais le chef de l'État la fois passée, avec beaucoup de respect bien entendu, Monsieur le Président de la République, dans le souci de voir les choses être bien faites. Nous vous accompagnons. C'est lorsque je cherchais à comprendre ce que fait comme travail le coordonnateur de la cellule de la lutte contre la corruption. Nous, je ne le sens pas. Et pourtant, il y a un travail à son temps bien fait par le professeur Luzolo. Je pensais que cette structure allait appuyer l'IGF pour que le travail soit correctement bien fait. Mais elle passe inaperçue, inexistante. N'y a-t-il pas moyen de revoir rapidement les choses pour qu'on ait des gens capables à pouvoir maintenant appuyer vos actions, lutter contre la corruption? Il y aura l'amélioration et la protection des droits de l'homme. C'est fondamental. Pour que le pays soit considéré à travers le monde, la question des droits de l'homme est une question prioritaire. Le Conseil existe, bien entendu, mais ici, c'est des petites poches techniques sur la réussite intégrante de cette question fondamentale. Et lorsque j'ai apprécié la question, la problématique de la réforme de la police nationale congolaise, autant qu'on doit penser à sa professionnalisation, autant on doit penser également à sa prise en charge. De mon point de vue, c'est la prise en charge qui détermine en même temps la professionnalisation. Je crois qu'on va intégrer cet aspect, cette dimension des choses pour que le policier congolais soit considéré par son pays, par son État. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que quand même, son salaire commence à attirer les autres, mais que ce soit renforcé, que ce soit ajouté davantage pour qu'il nous fasse un bon travail. Le deuxième point du jour, c'est la responsabilité des gouverneurs de province. Même si nous parlons de la police maintenant, ces policiers sont dans toutes les provinces de notre pays. L'apport des gouverneurs dans la gestion ou dans le bon fonctionnement des institutions provinciales pousse également la police à bien fonctionner. Les défis du pays, les défis au pays plutôt sont énormes. Est-ce que les gouverneurs comprennent ça? Qu'ils ont la responsabilité aujourd'hui de changer l'image de leur province en termes de développement. Ou ils considèrent qu'une fois élus, ce qui est plus important, c'est avoir l'argent. Ce qui crée d'ailleurs malheureusement de mésattentes avec les assemblées provinciales. Parce que c'est les députés qui les élisent. Vous pensez avoir simplement l'argent, il vous arrive de comprendre que vous avez la responsabilité, vous avez la charge de changer ce pays à travers votre gestion. Les gouverneurs de province, les représentants du chef de l'État dans les différentes entités en termes de province. Est-ce que vous comprenez
la lourde responsabilité que vous avez. Souvent, nous suivons lorsqu'il y a des discours, telle province a une grandeur, son entité est plus élargie que tel pays. Ah oui, mais vous parlez, ça passe, mais c'est honteux en même temps. Honteux parce que vous êtes plus grand, ou sinon plus grande que ces pays-là. Mais vous êtes très moins développé que ces pays. Comment comprendre? Vous citez souvent le Rwanda. Peu importe le mal qu'ils font, mais la structuration, nos provinces feraient mieux que le Rwanda. Nos provinces feraient mieux que d'autres pays. Je ne vais pas citer le Rwanda parce que c'est des crimes que le Rwanda semble être ce qu'il est aujourd'hui. Des crimes. Le sang des Congolais a construit le Rwanda. L'exploitation illicite et illégale de nos ressources naturelles ont construit le Rwanda. On ne peut pas citer l'exemple du Rwanda. Toutes mes excuses. Mais sinon, lorsque nous prenons le cas des autres pays, effectivement, on se rend compte que ces pays-là avancent, mais nos provinces n'avancent pas. Les conditions toujours difficiles. Et pourtant, nous avons accepté la décentralisation au modèle congolais. Changeons les choses, cher gouverneur. La pauvreté est constatée. L'état de route. Moi, j'étais dans la province de Haut-Tuélé. J'aime prendre souvent cet exemple. Le gouverneur, c'est une nouvelle province, bien entendu. La manière dont il fait son travail, il construit de nouvelles routes. Je dis bien, il construit, il ne réhabilite pas, il construit de nouvelles routes. Il n'y a pas l'office des routes. Il n'y a pas l'OVD. Mais il a conçu une politique de partenariat. Mais quand vous allez là, l'état de route, même s'il n'y a pas de goudron directement, mais on a construit des routes qui vous permettent de circuler normalement. Ça, c'est un exemple. Si d'autres provinces, le reste de nos provinces, feraient ainsi, je pense que le pays, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, donnerait une autre image à travers le pays. Il y a un secteur jusqu'ici qui est en train d'être rehaussé. Le secteur des finances. J'encourage les GEF. J'encourage certaines régies financières, entre autres ici la DGI. J'encourage un peu le ministère des Finances, même si les autres ministères pleurent beaucoup, du fait qu'ils ne savent pas les accompagner dans la réalisation de leurs fonctions. Les frais de mission ne sont pas payés, les frais de fonctionnement viennent très tardivement. Non, pour ça, monsieur le ministre, je pense que vous devriez maintenant revoir les choses. Je prends le cas du ministère de l'Intérieur, par exemple. Les frais de fonctionnement arrivent 2 mois après. 2 mois après. Mais c'est un ministère technique. Un ministère très technique. Mais l'argent vient très tardivement. Et quel montant, malheureusement? Les frais de mission que les gens effectuent là-bas, gratuitement, les gens reviennent, jamais les frais de mission. Au moins que vous nous disiez le contraire, parce que là, nous dialoguons avec vous. Ça, c'est les informations que nous avons à notre niveau. Les frais ne viennent pas. Mais si vous n'appuyez pas l'intérieur, comment vous voulez que les Congolais soient sécurisés normalement? C'est le ministère de la sécurité des Congolais. C'est le ministère qui prend en charge la police. C'est le ministère qui prend en charge les chefs coutumiers. C'est le ministère qui prend en charge les provinces. En principe, monsieur le ministre des Finances et votre équipe, ça aurait été des dossiers prioritaires si réellement que nous voulons la paix au pays. Donc j'ai commencé par vous encourager parce que les finances prennent un peu de l'ascenseur.
Mais de l'autre côté, je prends le cas du ministère de l'Intérieur où les fonds visiblement ne sont pas accompagnés. Dites-nous le contraire. Dites-nous le contraire, nous vous apporterons également les éléments que nous avons. Je vous lance un défi, lancez-moi également un défi. C'est incompréhensible. C'est difficile à bien comprendre. Le ministère de la Défense, la primature, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères. Mais leurs dossiers auraient dû être des dossiers prioritaires. Il semblerait que d'autres ministères ne se plaignent pas trop, mais c'est à l'intérieur que le problème se pose. On va tout savoir. Le troisième point, sinon la troisième question du jour, c'est la question du déploiement de la force régionale des États de l'Afrique centrale pour sécuriser, sinon traquer les forces négatives qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai commencé à m'opposer depuis tout ce temps. Parce que simplement, ça c'est mon point de vue, la première des choses, j'ai essayé d'analyser les relations entre le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. J'ai eu l'impression, moi, qu'ils sont en intelligence. Ça c'est un. De deux, je me suis rendu compte que ces pays sont des pays anglophones. Nous sommes le seul pays dans cet espace qui soit le pays francophone. Quel est le jeu efficace que nous pouvons faire au niveau international face à ces anglophones? Il n'y a-t-il pas une certaine complicité avec les grandes puissances, ici les États-Unis ainsi de suite, qui passent par le Kenya pour réaliser un projet? Parce que peut-être avoir constaté que le Rwanda et l'Ouganda directement ont tenté depuis tout ce temps, ils n'ont pas réussi. Il faut maintenant chercher un autre point qui viendrait maintenant faciliter le projet. Et lequel projet consisterait d'abord par constituer une force qui pourrait neutraliser toutes les autres forces qui fonctionneraient dans l'espace pour qu'ils s'imposent. Et je me dis, pendant ce temps, où seraient les forces de la République démocratique du Congo? Les militaires de la RDC seront où? Et qui ont la mission de sécuriser non seulement les personnes et leurs biens, parce que c'est la police, mais les frontières de notre pays. Vous n'allez pas dire, parce que nous sommes venus, vous allez reculer et nous restons. Nous créons une zone tampon et nous restons là-bas. Non. C'est là où je m'oppose. Le numéro d'avant-hier, je vous démontrais sur le plan sémiologique, en tant que communicologue. J'ai regardé l'attitude du président Uhuru Kenyatta. Comment il a embrassé le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Béton. Il arrive, figure fermée, mais il embrasse. Mais lorsque Yoweri Museveni, il arrive avec sa tenue désordonnée, tenue de militaire, et alors qu'il y avait, c'était un cadre officiel, il fait seulement comme ça, il passe. Paul Kagame arrive, sans cravate, il serre juste la main, il passe. Moi, je suis communicologue, je décode. Pourquoi avoir embrassé le président de la République démocratique du Congo? Quel est le message qu'il a fait passer à travers ces accolades? Ce n'est pas les biais, qu'est-ce que je veux dire? Ce ne seraient pas les actes de trahison, indirectement, et ne pas les dire ouvertement, comme avait fait Judas en face de Jésus. Ce n'est pas
fondamentalement vrai. Mais ce sont des analyses. Mais moi, je crains. Je crains parce que quand vous me dites que le Rwanda ne viendra pas, ne fera pas partie, comment nous serons justifiés, nous serons prouvés que le Rwanda ne fera pas même partie avec l'Ouganda pour faire partie de cette équipe. Pendant que nous savons, à partir du moment où nous savons plutôt que Kagame est le produit de Yoweri Museveni. Ils ont les mêmes objectifs sur la République démocratique du Congo. Peut-être que je me trompe. Peut-être que moi je me trompe. Mais sinon, de mon point de vue, j'aurais voulu plutôt que le grand effort soit fourni pour comment appuyer la RDC. Comment appuyer les FARDC? Comment mettre les FARDC dans des conditions de guerre? À traquer normalement le M23. J'ai eu l'impression comme si nous sommes allés trop rapidement à pouvoir créer, en tout cas, ce groupe militaire composé des pays de l'Afrique de l'Est. Est-ce que c'est parce que nous avons été incapables de faire face au M23? Est-ce que c'est parce que nous ne savons pas avoir des armes? Est-ce que c'est quoi? Ce sont des petites questions que je me suis posées que je n'ai pas pu répondre. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on s'arrête à son niveau. Nous allons revenir demain, certainement, parce qu'il y a évolution des informations sur la question. Nous aurons certains éléments de nos amis qui ont été à Nairobi pour qu'on complète notre réflexion. Sachant bien que le chef de l'État, lui qui s'est battu depuis tous ces temps dans l'opposition congolaise de père et de mère, il ne va pas poser les actes contraires à la volonté populaire pour le compte de son pays. Non. Pour ça, on ne peut même pas imaginer dans le chef de l'État. Contrairement à ce que nous avions vécu dans le passé. De ce point de vue, on peut se rassurer. Mais cela n'empêche qu'on apporte les éléments pour que son attitude, son orgueil patriotique, son orgueil nationaliste soit davantage renforcé, de manière à poser des actes avec détermination, avec assurance, avec certitude qu'il est appuyé derrière. Nous autres, nous l'appuyons derrière. L'essentiel ici, c'est de garder notre pays dans sa composition actuelle, telle que nous le séparent les signataires de la conférence de Berlin en 1885. Voilà. Merci. Nous vous disons au revoir. On se retrouve demain.